Sur nos cartes d'identité, des caméras dites intelligentes dans nos rues, la technologie est utilisée pour assurer la sécurité du pays et des citoyens. Mais y a-t-il une limite à ne pas franchir? Si oui, laquelle? Et comment être certain que cette frontière ne le sera jamais? Serons-nous un jour tous fliqués ou bien cela relève-t-il de l'épouvantail qu'on agite pour se faire peur? Bienvenue sur BX1, c'est Versus, votre émission de débat. Et 4 invités en plateau aujourd'hui. Olivia Venet, vous êtes la présidente de la Ligue des droits humains. On ne parle plus de Ligue des droits de l'homme. Merci d'être ici. Merci à vous. À côté de vous, Chloé Thomas, vous êtes future politologue. Vous êtes doctorante à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et vous vous intéressez notamment aux questions de sécurité et de terrorisme. On verra avec vous si les mesures qu'on met en place auraient pu empêcher ou accélérer l'enquête sur les attentats de Bruxelles, notamment. En face de vous, Fabien Penas, vous travaillez pour Telenet et vous avez participé au développement de ces fameuses caméras intelligentes. On verra que selon vous, eh bien, le potentiel de ces outils est absolument illimité. Correct. Et Corentin Dessal, vous êtes le directeur scientifique du Centre Jean Goll, centre d'études du mouvement réformateur, parti qui soutient ce qu'il reste de la coalition gouvernementale au fédéral. On estime chez nous que chaque année, 500 documents sont falsifiés par des criminels. Et parmi les réponses pensées, eh bien, il y a celle d'intégrer dans nos cartes d'identité la reproduction de nos empreintes digitales. Olivia Venet, c'est une mesure qui a fait grimper la Ligue des droits humains. Vous la qualifiez comment, cette intégration des empreintes digitales dans les cartes d'identité? On estime que c'est une mesure qui n'est pas nécessaire et qui est disproportionnée par rapport à l'atteinte qu'elle porte à la vie privée. C'est-à-dire quoi? On va perdre en qualité de vie privée parce qu'un policier peut vérifier que nos empreintes digitales sont les bonnes? Alors le principe, c'est qu'on a tous le droit à la vie privée, on a tous le droit au respect de notre intimité. La loi peut prévoir qu'il peut y avoir des atteintes qui sont portées à la vie privée, mais elles doivent être nécessaires et proportionnées. Et ça fait partie des nombreuses choses et des nombreuses données qu'on collecte de plus en plus sur les gens qui viennent s'ajouter. Quelle collecte de données? Par exemple, les questions des données de passagers, le PNR, les questions des données électroniques qui sont collectées de manière globale sur tous les citoyens et qui sont maintenant récoltées sur tout le monde de manière indifférenciée, les données de votre carte mobile quand vous vous déplacez dans les transports. Donc il y a de plus en plus de données qui sont collectées. Et ici, c'est une volonté de répondre à la fraude. En réalité, ce qu'on constate, et c'est une des raisons pour lesquelles on a introduit un recours contre cette loi devant la Cour constitutionnelle avec nos homologues de la Ligue Women's Qui n'est pas suspensif, on commence à tester le système. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est toujours comme ça avec les recours à la Cour constitutionnelle. C'est des recours en annulation, donc on vient poser des questions, mais la loi existe pendant que le recours est pendant. Ça, c'est comme ça. On attend que la Cour constitutionnelle réponde à nos questions et on verra bien ce qu'elle dira à ce moment-là. Et donc, pour revenir à ces empreintes digitales, c'est toujours la même chose, c'est de plus en plus, on va prendre des données, on va collecter ces données, et à un moment, je disais, il y a pas beaucoup, en fait, il y a très peu de fraude par rapport au nombre de documents qui sont émis. Donc je disais dans l'introduction, c'est un chiffre que j'ai vu, 500 documents falsifiés chaque année, mais vous... 2 millions de documents qui sortent chaque année. Donc c'est extrêmement peu, et il pourrait y avoir d'autres moyens moins attentatoires à la vie privée, surtout c'est cela. Alors, on entendra dans un instant Corentin Dessal, qui a certainement des choses à vous répondre, mais Chloé Thomas, vous avez opiné du bonnet. Moi, ma question à vous, qui est une académique, est-ce que la Belgique va loin en matière de sécurité quand on met des empreintes digitales sur nos cartes d'identité? Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel en Europe? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu peut-être empêcher certains actes terroristes ou criminels en Belgique? Non, alors c'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel par rapport aux autres pays. C'est-à-dire en matière de lutte contre le terrorisme, la Belgique resterait un bon élève de l'Union européenne et a souvent tendance à suivre les initiatives de ses pays voisins ou qui sont prises au niveau européen. Donc ça n'a rien de spécialement novateur, vous dites, les empreintes digitales. Quels sont d'autres pays qui le font Vous avez au Royaume-Uni, par exemple, un usage intensif. Je parlais des pays européens. Pour quelques jours. Ils sont européens. Ils sont européens, pas encore quelques jours encore dans l'Union européenne, mais donc eux, par exemple, ils ont beaucoup de caméras de surveillance, tant les particuliers qui possèdent des magasins, mais également les pouvoirs publics en font usage. En France, il y a beaucoup aussi de dispositifs biométriques qui se mettent en place. Donc des voisins directs vont dans ces technologies. C'est la tendance générale en terrorisme aujourd'hui. Corentin Dessal, quel est l'argument qui fait que, on parlera des caméras intelligente et de la reconnaissance faciale. Mais sur les empreintes digitales dans les cartes d'identité, quel est l'argument qui fait qu'on a confiance en cette mesure? Et j'imagine que vous êtes libéral, que vous n'allez pas estimer que c'est une atteinte aux libertés.
Mais non, c'est évidemment pas une atteinte aux libertés. J'entends bien qu'il y a un vrai débat philosophique ici, hein, donc, notamment dans les matières de lutte contre le terrorisme, entre d'une part la liberté et la sécurité. Donc la liberté, j'entends par ici la protection de la vie privée qui est consacrée dans la Constitution. Et c'est vrai qu'effectivement, il ne faut pas faire le jeu des terroristes en surinvestissant dans la sécurité. Mais ici, contrairement à la Ligue des droits humains, et je comprends bien que c'est votre combat, etc., mais je pense qu'il n'y a pas de disproportion. Et ce n'est pas quelque chose qui a été adopté au hasard. On a eu vraiment énormément de débats en commission pour pouvoir justement ménager les deux valeurs qui ne sont pas opposées mais qui s'articulent. Et je pense qu'effectivement, on parlait des cas de fraude, même s'il n'y a que 500 fraudes, imaginons effectivement que parmi ces 500 fraudes, il y a un terroriste, ça peut avoir un impact évidemment colossal. Et sans compter évidemment toutes les innovations technologiques qui font que la fraude se développe de plus en plus avec des conséquences notamment financières qui sont très importantes. Et c'est la raison pour laquelle on a effectivement jugé utile de poser cette législation. En tenant compte quand même du fait qu'on a mis des balises, et des balises très importantes, parce que la question n'est pas tellement de savoir est-ce que c'est attentatoire aux libertés ou pas de prélever des données biométriques. La question c'est de savoir qui peut les consulter, combien de temps elles sont conservées. Et il y a des garanties sur les cartes d'identité, ici, les empreintes, ce qu'il faut savoir, c'est que... On a tous un lecteur digital chez nous et on l'utilise pour imprimer des données qui sont sur notre carte d'identité, composition de ménage ou autre. Oui, mais non, mais ce que je veux dire ici, c'est que la disposition, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'effectivement, ces empreintes ne sont pas conservées par l'administration. Elles le sont seulement 3 mois, le temps de la délivrance, et aussi si jamais il y a un problème avec la carte d'identité, et après, elles sont systématiquement effacées. Elles restent évidemment sur la carte d'identité. Alors, j'entends bien qu'il y a parfois l'idée qu'on pourrait voler Bon, il faut déjà un appareillage quand même un peu élaboré. C'est un risque qui vous inquiète, vous, Olivia Venette? C'est un des risques qui a été mis en avant par une étude universitaire. 3 mois de conservation et puis destruction, c'est suffisant ou pas? Alors, en l'état, effectivement... Thomas, pour savoir si ça fonctionne. Est-ce que vraiment après 3 mois elles sont détruites ou si... Effectivement, la loi prévoit que les données sont détruites après 3 mois. C'est ce que prévoit la loi aujourd'hui. Et donc, c'est un garde-fou important que ces données ne soient pas collectées. Parce qu'on constate aussi que quand on crée des bases de données, après, on interconnecte ces bases de données, après, on les utilise à d'autres fins. Et ça, c'est une tendance générale en matière de collecte de données. On le voit au niveau européen. On crée une base de données dans un but spécifique et puis après, on l'utilise dans d'autres buts. Donc, c'est très important que ces données soient effacées. Mais on voit aussi qu'on prend un pas. Et c'est en fait l'accumulation de tous ces petits pas qui fait qu'on a de plus en plus d'atteintes à nos vies privées. C'est pour ça qu'on veut rester extrêmement vigilant sur ce point-là. C'est que voilà, aujourd'hui c'est 3 mois, la loi elle peut changer après, puis ça va être 6 mois, et c'est des choses comme ça qu'on introduit dans notre système qui sont en fait des atteintes de plus en plus régulières. Et par ailleurs, c'est quand même une étude universitaire sur laquelle on s'est basé, sauf erreur de ma part, de la KUL qui dit qu'il y a des risques de vol de ces données. Est-ce qu'on a déjà connu, Chloé Thomas, des cas de vol de données qui étaient gérés par l'État? On a eu des vols de passeports en Belgique, mais on en a un vote de nouveau tous les 4-5 ans. Oui, alors en matière de sécurité comme ça, j'ai pas d'exemple en tête. Il y a eu par exemple, il y a quand même eu des fuites dans les données médicales qu'on peut transmettre à son médecin. Donc il y a quand même des cas où effectivement ces données-là peuvent être accessibles à des fins autres que le premier but. Très brièvement, Corentin de Salle. Je pense qu'effectivement, il y a eu les mêmes débats à l'époque qu'on a créé la première fois dans différents pays, la carte d'identité. Il y avait aussi cette idée que ce serait attentatoire à la liberté et qu'effectivement, bon, pendant longtemps, les premières ont été créées effectivement pour des prisonniers qui sortaient de prison et qu'on devait pouvoir identifier. C'est ça. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, ça avait quand même énormément d'intérêt, notamment pour le fonctionnement de l'État-providence, notamment pour recevoir des allocations, d'identifier les personnes. Et je crois qu'ici, c'est pas en soi le fait d'avoir des données biométriques qui est problématique, c'est les dangers que ça permet de faire, que ça peut faire courir. Donc il y a toujours un risque quand on prend des mesures, mais je crois qu'il faut toujours équilibrer les risques avec d'autres types de risques. Et c'est ce qu'on a essayé de faire effectivement à travers cette législation. Une autre technologie qui est en développement, ce sont les caméras dites intelligentes. On en parle, par exemple, pour traquer ceux qui ne respectent pas le code de la route, les interdictions dans certaines rues à Bruxelles, ou aussi pour retrouver les auteurs d'incivilités. C'est par exemple le cas à Etterbeek. Regardez le reportage la semaine dernière fait par Paolo Kuhn et Jean-Michel Herbin. Un automobiliste s'arrête pour déposer des déchets à côté d'une bulle à verre, une incivilité courante à Bruxelles. Captée avec précision par une caméra intelligente à double optique, l'infraction sera sanctionnée. Les riverains de la place de Rinsdale encensent l'initiative. C'est très bien pour le quartier. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour tout, les déchets qu'on met n'importe où. Si on peut minimiser les clandestins, ça c'est bienvenu. Dans les faits, un algorithme détecte simplement qu'un objet a été laissé sur place. Les vidéos sont stockées dans des cartes mémoire et automatiquement envoyées via 4G dans la boîte mail des agents de la propreté publique. Vu les agressions subies par plusieurs collègues, notre interlocutrice témoigne à visage couvert.
Vous avez un plan large et un plan serré qui vous permettent directement de récupérer la plaque d'immatriculation du véhicule ainsi que le fait. Comme ça, l'action est faite, filmée et enregistrée et récupérée par nos capsules. Placées dans différents lieux problématiques d'Etterbeek début janvier, les 4 caméras mobiles ont déjà enregistré plus de 80 dépôts clandestins. L'amende peut être salée entre 65 et 625 €. Une répression nécessaire, selon le bourgmestre Vincent De Wolf. Ici, vous avez un panneau, souriez, vous êtes filmé. Là, vous avez le tarif. Là, vous avez le tarif. Et puis, on vient déposer des encombrants au pied de tout ça. Donc là, qu'est-ce que vous voulez? Il faut quand même bien sanctionner. Coût de ce service, 1500 € par mois et par caméra. La phase de test se terminera début avril. Le système pourrait alors être étendu à l'ensemble de la commune, comme il l'a déjà été à Ixelles, où 25 caméras de ce type sont aujourd'hui en fonction. Alors le reportage le montre de manière concrète, mais il dit une chose, il y a dans le système de caméra intelligente un algorithme qui fonctionne. C'est un système qui est fiable, ça, Fabien Penès. On arrive à voir comment qu'un comportement est, j'ai pas trouvé d'autres mots que déviant finalement. Non, mais c'est correct. Donc dans beaucoup de systèmes pour l'instant, il y a des algorithmes, même plusieurs algorithmes qui sont installés. Et en fait, cela peut détecter donc beaucoup de choses. Ça peut être un mouvement, un objet, une personne, une couleur. Tous les comportements comme ça peuvent être détectés. Et c'est fiable, je veux dire, est-ce que quand une caméra repère que quelqu'un dépose sa bouteille à côté de la bulle à verre plutôt que dedans, c'est fiable? C'est pas que, je sais pas, il portait son enfant dans les bras, il le dépose à côté de lui, c'est assez poussé? On peut apprendre à la caméra en fait quelles sont des mauvaises détections et des bonnes détections. Donc on peut parfaitement dire à la caméra, après quelques tests, ceux-là on doit négliger, pas en tenir compte, et ceux-là on doit en tenir compte et les envoyer en tant qu'une alarme. Alors vous avez travaillé sur la création de ce type de système, vous le faites encore aujourd'hui. Quels sont les clients auxquels vous vendez ça? Ce sont des opérateurs particuliers? Ce sont des entreprises qui veulent sécuriser leur entrepôt, des pouvoirs publics? On voit vraiment ça dans les zones de communes, tout ce qui est communal, toutes les zones de police, vraiment pour surveiller exactement la même chose, tout ce qui est clandestin, donc les dépôts des déchets, en fait, et directement être prévenu par la caméra qu'il y a eu un dépôt et pour pouvoir sanctionner par après en visualisation des images et peut-être identifier la personne qui a déposé quelque chose. Oui, parce que alors après on redonnera la parole aux autres intervenants, mais il ne faut pas confondre l'algorithme, on va dire de base, et puis la reconnaissance faciale, ça c'est encore quelque chose de c'est deux choses différentes, correct. Mais qui fonctionne aussi la reconnaissance faciale? Bon, dans ces caméras-là, j'en suis sûr et certain que la identification ne fonctionne pas. La détection d'un visage, parfaitement. La caméra peut détecter un visage et dire ça c'est lié à une personne et faire une action à cela. Mais techniquement, on pourrait en arriver, je sais pas, à avoir directement le nom de la personne si l'identification existe, qui a... mais ça, c'est le choix, oui ou non. Si on va relier, en fait, à partir qu'on fait la reconnaissance faciale, ça veut dire qu'on va créer une signature digitale d'un visage. Donc techniquement, c'est faisable. C'est faisable, techniquement, correct. Mais on doit, oui ou non, la pointer à une base de données. Olivia Venet, les riverains sont plutôt contents. Ils disent, voilà, il y a trop de dépôts clandestins. Le bourgmestre dit, on a mis des panneaux, on a prévenu. C'est une atteinte aux libertés d'arrêter quelqu'un qui commet une incivilité? C'est tout à fait normal de combattre les incivilités, il faut le faire, ça, évidemment. Et en l'occurrence, en termes de caméras et de vidéosurveillance, ce type de vidéosurveillance sur des lieux bien déterminés, tels des dépôts clandestins ou des lieux où on ne peut pas, où on doit déposer ses déchets d'une certaine manière, ça fonctionne assez bien. Ce que nous critiquons et ce vraiment sur lequel on veut attirer l'attention qui pose des problèmes en termes de vie privée, c'est la surveillance généralisée par des caméras dans l'espace public. Donc on constate que mettre des caméras, par exemple, à l'entrée d'un parking ou des choses comme ça peut fonctionner pour limiter un certain nombre d'incivilités. Le problème, c'est de placer des caméras dans l'espace public qui nous contrôlent, en fait, nous, en permanence, et qui vont, et ça c'est documenté scientifiquement, et j'ai vraiment envie de dire que c'est ça le sens du droit à la vie privée, qui vont aussi induire des changements de comportement dans la population par le fait qu'on se sent surveillé en permanence. C'est-à-dire que quand on se sent en permanence surveillé, on va commencer à normer nos comportements. Donc on change, même inconsciemment, de comportement pour se conformer à ce qu'on pense être la norme. Légal, qui n'a rien d'immoral, pourrait être influencé par le fait que les gens sachent que leur droit est surveillé et qu'on pourrait les reconnaître. Quel type de comportement? Je vais vous donner un exemple, et qui est un exemple qui me parle aussi et que je trouve très important, c'est que pour certaines personnes, le fait de marcher dans la rue en tenant par la main quelqu'un qui est du même sexe, ça pourrait être choquant. Ce n'est pas du tout un comportement illégal, mais il y a des communautés, parmi lesquelles
ou des gens qui considèrent que l'homosexualité pose un problème, c'est évidemment pas mon point de vue, et donc qui n'oseront peut-être pas, pour des raisons XY qui leur appartient, tenir la main à une personne ou faire n'importe quel comportement dans la rue qui ne serait pas illégal, mais par lequel ils ne pourraient plus exercer leur intimité. Et c'est ça qui est problématique. On a compris votre crainte. Elle agite un fantasme Big Brother, Corentin de Sales, ou bien on a les garanties, vous pensez, en matière de protection de la vie privée Dans la législation actuelle, je pense qu'effectivement, ce danger n'existe pas, puisqu'on distingue clairement entre les espaces publics ouverts, les espaces publics fermés et les espaces particuliers. Sur le principe, moi je suis d'accord avec vous. Effectivement, il ne faut absolument pas qu'on ait un programme de surveillance massive de la population. C'est l'erreur qu'ont fait les Américains, notamment au lendemain des attentats avec le Patriot Act et notamment le programme PRISM qui a été mis, qui en plus n'a pas été efficace d'une certaine façon, puisqu'effectivement, au lieu de se centrer plutôt sur un certain nombre de groupes qui, eux, étaient considérés comme dangereux, on a préféré surveiller tout le monde, et effectivement, il y a encore eu des attentats, etc. Donc ça, je crois qu'effectivement, c'est un danger contre lequel il faut mettre en garde. Cela dit, moi, je pense aussi qu'il y a un certain nombre de comportements qu'il faut quand même surveiller, et se dire que dans notre législation, il y a quand même un certain nombre de garanties. J'ai parlé tout à l'heure, parce que c'est le même principe qui est à l'œuvre, à savoir que les données stockées sont éliminées à un moment donné. L'idée, c'est que dans les 3 mois, si jamais il y a eu un incident, on puisse revenir un peu en arrière et aller repérer effectivement à travers évidemment un certain nombre d'organismes, etc. Et il faut aussi, et c'est une autre balise, qu'il y a un organe de contrôle qui permette de savoir... Qui n'existe pas actuellement. Les zones de police gèrent elles-mêmes leur réseau. Dans la loi, il y a quand même le COC, qui est donc l'organe de police qui surveille effectivement, et qui avait une autre fonction avant et qui a reçu ce pouvoir de surveillance, et qui permet effectivement d'illustrer un petit peu ce fameux principe de Platon, donc qui garde les gardiens, qui surveille les surveillants, qui permet effectivement de voir si il n'y a pas d'abus dans la consultation par un certain nombre d'autorités. Et puis les autorités qui sont aptes à pouvoir les consulter sont clairement délimitées. Il y a tout un débat maintenant sur la question de savoir est-ce que les gardiens de la paix pourraient accéder à ces données. S'ils sont assermentés ou pas. Mais on se demande, vu les problèmes, vu le niveau de leur formation, si c'est une bonne idée, parce que comme vous le disiez, il y a évidemment des choses qui sont décelables, mais il y a parfois un problème d'interprétation des images en fait. Parfois on ne sait pas ce que ça veut dire et c'est pas toujours facile, et quand on doit prendre des décisions, ça pose question. Fabien Penas, s'il y a dans ma rue, près de la bulle à verre, ou une banque et je suis un braqueur de banque, une caméra intelligente avec un vrai système de reconnaissance faciale. Si j'y vais en me mettant une perruque, des lunettes, une fausse barbe, est-ce que cette caméra pourra me reconnaître si j'y vais même déguisé, grimé, masqué? On va dire si on est tout à fait visage caché, là ce sera très dur pour dire que pour faire de la identification ça va fonctionner. Mais vous me disiez qu'en préparait après, il y a des systèmes qu'on va appeler donc l'intelligence artificielle qui va commencer à contrôler le fait que ce n'est pas normal, ce n'est pas un comportement normal qu'une personne va se présenter comme cela devant une banque ou quoi que ce soit, ou qui reste traîné là. Et c'est là-dessus en fait que l'intelligence artificielle va ajouter une couche sur un système de surveillance, ça peut être en lieu public ou à des entrées, où en fait on va commencer à contrôler le comportement. Et qui va uniquement, quand un comportement est abnormal, aller alerter justement un opérateur qui va au moment même aller contrôler les images. Donc un comportement anormal, ce serait quoi? Ce serait quelqu'un qui court en sortant d'un magasin? Quelqu'un qui court, quelqu'un qui tombe, une bagarre en masse qui commence à se former, toutes des choses comme ça, justement par des algorithmes qui sont écrits, qui vont être détectés automatiquement. Chloé Thomas, on a, depuis les attentats de Bruxelles, vraiment été très loin en termes de mesures de protection, de lutte contre la criminalité et le terrorisme en Belgique, ou bien finalement on n'a fait que suivre le mouvement de ce qui se fait un petit peu partout ailleurs? Un peu les deux, on a suivi le mouvement, mais du coup on allait plus loin. Il y a eu toute une modification de l'arsenal judiciaire, législatif, en termes de lutte contre le terrorisme. Et effectivement, ça comprend beaucoup de surveillance de masse et ça fait appel à ces dispositifs biométriques qui ne s'avèrent pas nécessairement, dans le cas de la lutte contre le terrorisme, je parle de ce que je connais uniquement, qui ne s'avèrent pas nécessairement efficaces. Donc c'est ce que vous nous dites, quoi. C'est que si on avait eu un système vraiment opérationnel de caméras intelligentes, on n'aurait pas pu empêcher les attentats de Bruxelles, on n'aurait pas pu arrêter Salah Abdeslam quand il a quitté Paris? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, la menace terroriste, elle prend surtout la forme ce qu'on appelle les lone wolves, les acteurs solitaires, exactement, les loups solitaires, et donc qui ne sont pas soutenus par une organisation et qui agissent plus tout seuls. Or ça, du coup,
la reconnaissance faciale ne marche pas dans ce cas-là parce que Non, mais souvent par des gens exemple, qui ne voir sont que pas quelqu'un connus. avance de manière erratique avec un Un couteau. grand sac ou quelque chose qui est abnormal, un sac à dos où Et il n'y ça a pas demande des moyens l'endroit. humains derrière ou, aussi, parce qu'il faut que quelqu'un surveille Qui ça. portent des sacs à dos. Oui. Dans les grands lieux publics, on peut parfaitement aller dire est-ce que c'est un comportement normal, on va dire, dans une station de métro, c'est logique, et dans les aéroports, c'est logique. Mais par exemple, dans une rue où presque on se balade normalement avec, on va dire, un sac à main ou quoi que ce soit, on peut aller différencier cela. Je ne veux pas aller dire justement qu'il faut alerter chaque mouvement et chaque chose, mais par exemple, le même personne qui passe plusieurs fois dans le même lieu d'endroit, qui n'est pas normal dans la généralité du temps, là, il peut automatiquement alerter des choses. Mais je comprends très bien, hein, mais je crois que ça alimente exactement ce que je disais, c'est-à-dire le renforcement de comportements normés. Et ça veut dire que si on ne se comporte pas nécessairement pas comme la norme pour des raisons délictueuses ou des raisons criminelles ou des raisons dangereuses, on peut avoir tout un tas d'autres raisons de ne pas avoir envie d'être vu ou de ne pas se comporter normalement. Mais je voudrais dire deux choses maintenant en réflexion et en réponse aussi à ce que vous disiez. Un, sur les modalités de surveillance de masse, on a quand même mis... Alors c'est vrai qu'en Belgique, on n'a pas été dans l'état d'urgence comme en France et tout ça, et ça, il faut le reconnaître. On a fait des choses très bien, il faut le dire aussi. Mais on a quand même voulu mettre en place, et on a mis en place des modalités de surveillance de masse comme le registre des passagers, des noms des passagers. On voulait mettre les bus, les trains, les avions. On sait que ça n'aurait servi à rien pour les attentats. En l'occurrence, on a pu refaire les trajets. Jamais il n'aurait été enregistré là-dedans. Deuxième chose, collecte des données électroniques et des communications téléphoniques. On le fait. Quels sont, parce que vous me disiez quand on préparait le débat, on collecte de plus en plus d'informations. Mais qu'est-ce qu'on collecte? Moi, je vois sur les cartes d'identité, il y a les empreintes digitales. Il y a quoi d'autre qu'on collecte aujourd'hui au nom de la sécurité? Notamment, toutes les données de communication de téléphonie sont conservées sur tous les citoyens. Et la Cour de justice des communautés européennes a encore dit, et un avocat général l'a encore confirmé de cette Cour, ça n'est pas normal, c'est de la surveillance indiscriminée et globale. Il faut, et pourtant, en fait, on sait, ce serait beaucoup plus efficace, et je vous rejoins sur la question de l'efficacité. On sait quels sont les individus qui peuvent présenter un danger dans notre société. Et je pense qu'avec des surveillances discriminées et spécifiques sur ces individus, on serait beaucoup plus efficace qu'avec de la surveillance de masse. Il ne faut certainement pas aller dans ce sens. On va arriver à une tradition de l'émission, c'est l'argument recevable, mais quand même, Corentin de Sales, ça ne vous choque pas, vous qui êtes philosophe, libéral, à un moment donné, ce que nous dit Olivia Venet, vous estimez que c'est conciliable, c'est une obligation dans une société qui est ce qu'elle est aujourd'hui? C'est-à-dire que l'argument est un peu vraiment philosophique. Oui, c'est ça, mais je pense qu'effectivement, l'argument est un peu facile, mais on a quand même eu des attentats à Bruxelles ces dernières années. On sait l'impact que ça peut avoir. Et je crois qu'effectivement, on a l'obligation morale, effectivement, vu l'évolution technologique, de tout faire pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse articuler ces deux libertés. Je ne pense pas que ça soit une atteinte aux libertés à partir du moment où, effectivement, on supprime toutes ces données. Le danger qui pourrait se poser, c'est ce qui se passe notamment en Chine, en fait, où là, effectivement, il y a des reconnaissances faciales et où là, effectivement, on et peut très brièvement, arriver à... nos caméras sont plus sûres que celles qu'il y a en Chine. Notre réseau est plus sûr. Il n'est pas encore mis en commun. Tout notre réseau de caméras, c'est un projet qu'on a. 7000 caméras au total sur Bruxelles, 5000 dans le réseau de la STIP, 2000 dans les zones de police au dernier chiffre. Mais... Oui, je pense qu'effectivement, on n'est pas un Big Brother à la chinoise, parce que nos régimes démocratiques ont certains garde-fous. Mais c'est vrai que je ne suis pas une experte du marché des caméras en Belgique, mais... Fabien Penas, nos caméras sont plus sûres que les caméras chinoises? On ne va pas dire qu'ils sont plus sûrs, on va dire que ce sont parfaitement les mêmes. La technologie est la même chose. Donc, c'est la politique qui est derrière. Le flux d'images, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec, qu'est-ce qu'on va continuer avec les images, qui est très important. Il nous reste 1 minute, c'est le temps de l'argument recevable. Est-ce qu'il y a, Olivia Venet, un argument recevable dans ce que vous avez entendu de l'autre côté de la table? Est-ce qu'il y a une chose dont vous vous dites, allez, là, ok, même directrice, présidente de la Ligue des droits humains, je reconnais que... Oui, je vais essayer de trouver un argument recevable quand même. Je vais essayer de faire l'exercice. Oui, il nous reste peu de temps. Oui, je sais. Je pense que l'argument recevable, c'est ce que vous avez dit, c'est comment surveiller les gardiens, donc surveiller eux-mêmes les organes de contrôle. Je pense qu'avec des organes de contrôle efficaces et avec des possibilités pour les citoyens d'interroger ces organes de contrôle, il faut qu'il y ait des mesures de surveillance qui existent d'une certaine manière, mais avec les garde-fous suffisants et les organes de contrôle. Corentin de Sales, un argument recevable chez Olivia Venet? Je pense qu'effectivement, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a des risques dans ces technologies, ces mesures qu'on adopte. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il y ait des organismes comme le vôtre qui soient vigilants par rapport à ça. Et quand on a fait cette loi, on a tenu compte effectivement de toute une série de critiques ainsi que d'autres autorités, puisqu'encore une fois, la Chine est l'exemple effectivement d'une société où une politique totalitaire peut permettre effectivement d'attribuer par exemple un crédit social aux individus et en fonction d'incivilité, ils se voient interdire l'accès à des avions ou toute une série d'autres choses. Et ça, c'est un danger contre lequel effectivement... Fabien Penas, c'est un argument recevable dans ce que vous avez entendu dans le chef de la Ligue des droits de l'homme ou de la chercheuse? Pour moi, en fait, c'est être transparent avec les données
qu'on conserve. Ça, c'est quelque chose pour moi, c'est ça. Il faut être clair en tout ça, il faut partager ça. Tout le monde doit être au courant de qui a quoi de moi, et où est-ce que c'est stocké, et qu'est-ce que moi je peux faire comme individu avec ces données-là pour les voir ou pour les faire effacer ou quoi que ce soit. Et Chloé Thomas, vous avez trouvé un argument recevable dans ce qui a été dit de l'autre côté? Très rapidement et très lâchement, je suis d'accord avec Olivia Venet pour une surveillance non pas indiscriminée, mais directement ciblée. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus. La semaine prochaine, un autre débat, d'autres invités et, comme à chaque fois, des échanges bien sentis.